Une marche anniversaire qui n'a pas drainé des foules. Un an après le 28 mars, peu de Guyanais ont répondu à l'appel de la rue, malgré un retard infrastructurel toujours aussi présent. Olivier Goudet sur le plateau pour en parler avec nous. Baignade interdite, deux mots qui ne semblent pas avoir éclaboussé les amateurs d'activités nautiques. Malgré les arrêtés préfectoraux interdisant de se baigner à la plage ou dans les criques, l'engouement reste le même. La mairie de Cayenne épinglée par la Cour régionale des comptes à cause de ses 21 millions d'euros de déficit. Comment le conseil municipal de la capitale compte-t-il le résorber? Les réponses dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information que vous pouvez aussi suivre en direct sur Facebook. Ouvrons tout de suite ce journal avec un contrôle de la DDSP qui a eu lieu ce soir en présence du commissaire Guy Guédoron au rond-point de la Crique Fouillée. Jonathan Lariot était sur les lieux et l'a interrogé. Sur l'année 2017, nous avons contrôlé plus de 1000 personnes en défaut de casque sur les scooters, 209 personnes sans permis de conduire et plus de 800 personnes en défaut d'assurance. Ce sont des chiffres qui sont très élevés pour une population sur Cayenne d'environ 60 000 habitants. Beaucoup de jeunes. Les problèmes de conduite sans assurance sont souvent le fait de gens qui viennent du Brésil parce qu'ils ont l'assurance n'est pas obligatoire au Brésil. Donc beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer le permis. Donc peut-être que des aides seraient nécessaires pour qu'ils prennent ce permis ou s'ils perdent les points parce qu'ils commettent énormément d'infractions. Sur les 10 dernières années, on a énormément fait baisser le nombre de morts. On avait plus de 12 000 morts par an sur les routes il y a 20 ans. On est tombé aujourd'hui autour de 3 000. Et le but, c'est d'arriver à 2 000 morts par an sur toute la France, dom-tom compris. Donc il faut vraiment faire des efforts partout. Et je pense que c'est vraiment un enjeu important pour nous et pour nos enfants. Je vous le disais en titre, nous avons fêté hier le premier anniversaire de la marche du 28 mars. À cette occasion, les 500 frères et Stop Violence avaient convié la population à un meeting bilan de cette année écoulée depuis les mouvements. Olivier Goudet sur le plateau pour revenir sur ce point avec nous. Bonsoir Monsieur Goudet. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Si vous le permettez, avant d'échanger, je vous propose de regarder ensemble le sujet tourné hier par Pierre Tréfou. C'était il y a un an, le 28 mars 2017, 8000 Guyanais descendent dans les rues de Cayenne, marquant le deuxième jour de la grève générale illimitée. Un an plus tard, ce sont quelques 200 manifestants qui sont venus rappeler à la population cayennaise le combat qu'ils mènent. Aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation. L'année dernière, il y avait des barrages, toute la population pouvait venir, l'activité s'était arrêtée. On n'est pas du tout dans la même configuration. Moi, ce que je note quand même, c'est que depuis un an, les gens parlent, les gens disent, les gens se lèvent. Chaque fois qu'il y a un problème, maintenant, les gens parlent. Et c'est une bonne chose. Il faut continuer comme ça. Nous témoignons aujourd'hui du fait que la Guyane va changer. Et nous sommes en train de la construire. Pour moi, je ne l'ai pas vu encore. J'ai entendu que le préfet a fait une déclaration comme quoi l'argent est là et que les élus n'ont pas de plan. Je dis d'abord que dans l'accord de Guyane, on a chiffré tous ceux qu'on réclamait d'urgence, c'est-à-dire 250 millions pour les lycées, 150 millions pour les collèges, et 40 millions pour le pont. On a tout chiffré, alors il suffit de faire l'adjudication pour savoir si vraiment on veut mettre du travail dans le pays. Malgré une faible mobilisation, la motivation des manifestants est restée intacte. Un an après, l'heure est au bilan. Sur les avancées, donc, pour ne pas citer le gouvernement Macron, il parle que toutes les 30 mesures du plan d'urgence sont engagées. On ne voit pas encore, ce n'est pas palpable, on verra bien. Sauf qu'il y a d'autres choses dans les accords de Guyane qui n'ont pas encore été engagés, tels que le plan additionnel et d'autres accords sectoriels qui n'ont pas prédissus, n'ont toujours pas été repris jusqu'à présent avec l'État. Donc il reste des choses à faire toujours, on reste vigilant, on continue à alerter à différents niveaux. Mais maintenant on va commencer à rentrer un peu dans le dur parce qu'au bout d'un an, les choses auraient dû être faites, auraient dû être entamées, ce n'est pas le cas. Donc on va devoir maintenant faire comprendre à certaines personnes qu'il faut faire de façon à ce que les choses avancent dans le bon sens du terme. À Saint-Laurent-du-Maroni, une centaine de manifestants sont descendus dans les rues. Sans avoir mobilisé un grand nombre, les marcheurs rassemblés ont su rester déterminés. Quel est votre sentiment 24 heures après ce rassemblement que vous avez organisé hier soir? C'est la joie
puisque nous, les 500 frères, nous avons organisé donc l'anniversaire du peuple guyanais et il y a eu du monde, contrairement à ce que l'on puisse penser. Nous avons débattu avec cette population qui attendait donc des réponses, qui attendait un bilan. Nous les avons informés de la situation, clairement un an après, de ce que nous avons obtenu et ce que nous allons obtenir suite à notre mobilisation, détermination et suite au comité de suivi que nous exerçons avec le préfet. Qu'est-ce qui justement a été obtenu pendant ces 1 an? Aujourd'hui, il est clair que nous disons encore les mêmes choses, les 53 millions de la CTG, puisqu'à un moment donné, le président de la CTG était en difficulté et donc appelait la population à se mobiliser derrière lui. Et donc, cette forte mobilisation du peuple guyanais et la signature des accords de Guyane ont permis ces 53 millions pour désengorger la CTG. Ensuite, vous avez donc 20 millions pour le char, et tout en sachant qu'il reste également 40 millions à obtenir. Nous avons l'hôpital de Kourou qui était en droit privé et qui est aujourd'hui en droit public. Nous avons donc toutes ces acquis pour nous aujourd'hui qui sont là, qui sont effectifs. Et donc, nous avons les comités de suivi que nous, le pôle sécurité, que nous avons avec le préfet, puisqu'il faut quand même, par rapport à la situation de ce qui se passe actuellement au rond-point de la Crique Fouillée, nous avons obtenu également l'escadron. Donc, bien que certaines personnes jugent ce point négatif, mais il le fallait puisque l'insécurité régnait en Guyane. Donc vous dressez, à votre point de vue en tout cas, un bilan positif de cette première année après les mouvements? Un bilan positif pour nous parce que les accords de Guyane sont bien stipulés. Comité de suivi. Comité de suivi veut dire tout simplement suivre le suivi des accords que nous avons signés. Et c'est ce que nous faisons, le pôle sécurité et justice, avec donc nos partenaires, la jeunesse autochtone de Guyane, les Iguanes de l'Ouest, le collectif Anoubale Divan nous la porte de Saint-Georges, LVKS, et donc avec ces acteurs, les avocats également qui sont là avec nous, et nous continuons donc ce comité de suivi. S'agissant donc des accords sectoriels, il est clair qu'il faut à un moment donné que nous puissions comprendre que cela ne va pas tomber du ciel. Il ne faut pas bluffer la population. Il faut venir et continuer les accords pour que nous puissions arracher ces 2,3 milliards du plan d'urgence. Parce que l'État, si nous n'allons pas dans les comités de suivi, c'est clair qu'ils ne vont rien nous donner. Et le monsieur que je connais, monsieur Brachet, il vient de le dire. Nous avions, aujourd'hui, on nous a boycotté les accords, les États généraux. Le président de la CTG a boycotté, a tué les accords, les États généraux de Guyane, des Guyanais. Et c'est pour cela que nous allons encore devoir ramer, mais encore plus que jamais, pour pouvoir trouver ce plan de convergence. Et donc, nous mettre sur la table avec l'État pour pouvoir trouver les vraies solutions et mettre en application ce que nous avions demandé. D'accord. Revenons à votre réunion d'hier. Quelles ont été les principales questions qui sont revenues dans le débat que vous avez souhaité instaurer avec la population? Ils nous ont demandé les 53 millions qui ont été alloués à la CTG, donc où ils étaient passés, ça servait à quoi? Les 20 millions du char, ça servait à quoi? Donc nous leur avons expliqué que c'était pour les fournisseurs. Et là encore, nous devions avoir une rencontre avec la directrice de l'hôpital du char, qui a malheureusement annulé cette réunion. Nous ne savons pas pourquoi. En tous les cas, nous nous attelons à y remédier pour pouvoir
mettre en branle toutes nos revendications. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes plus déterminés que jamais. Nous irons jusqu'au bout. Et nous voulons dire également à la population qui nous écoute, qui nous regarde, qui nous fait confiance, que nous sommes ensemble. Il faut continuer. Il ne faut pas laisser croire que le mouvement de mars-avril 2017 ne sert à rien, parce que nous l'entendons, que oui, que rien n'est mis en place. Nous lançons un message à tous les acteurs de 2017 de revenir sur la table et de travailler pour le pays, parce que ce n'est pas en 1 an ni en 2 ans que nous allons régler le problème de la Guyane. Nous avons plus de 50 ans de retard et il est important pour nous de trouver les meilleurs canaux pour que nous puissions développer ce pays et donner une nouvelle attractivité à notre jeunesse. C'est ce message que vous souhaitez faire passer aux personnes qui ne sont pas descendues dans la rue, qui ne sont pas venues au meeting hier? Eh bien, nous pourrons dire que les gens sont peut-être ne se sont pas déplacés en masse, peut-être, mais nous savons qu'ils étaient par Facebook, tout ça. Il y avait tous ces canaux pour pouvoir être présents avec nous. Nous avions également Mayotte au téléphone, puisque nous sommes avec eux, nous les soutenons. Donc, nous pensons que la quantité de personnes qui étaient présentes hier pourra faire passer le message. Et grâce à vous, les médias, le message est passé. En tous les cas, nous avons passé un bon anniversaire du 28 mars 2018. Dernière question, quels sont les projets de Trop Violence et des 500 Frères? Les projets de Trop Violence et des 500 Frères, nous allons continuer donc, le programme que nous avions commencé depuis 2015, les sensibilisations contre les mules dans les quartiers de Matoury et de Cayenne. Nous avons donc un projet, donc ça c'est le projet 1000 DK. Nous avons un projet 1000 DK. Sensibilisation, donc la drogue, puisqu'aujourd'hui la Guyane c'est la plaque tournante de la drogue. Et je profite pour dire aux Guyanais que l'État, lors des accords de Guyane, ont mis de côté une demande forte des 500 Frères et de Trop Violence. C'était un scanner. Nous avions demandé un scanner et en fait, ils nous ont glissé un échographe. Donc ça encore, nous allons donc... Nous aurons bientôt un rendez-vous avec la présidente et son équipe de la CCI pour pouvoir voir comment nous allons revendiquer encore ce scanner, parce qu'on nous fait comprendre ou croire que nous sommes dans l'Europe et qu'il y a des règles pour pouvoir visionner le corps des personnes. Mais en tous les cas, nous allons appeler nos sénateurs et députés afin de trouver une dérogation ou une loi pour pouvoir mettre en place un scanner corporel pour détecter les boulettes de drogue dans le corps des passagers, puisque nous ne pouvons pas laisser nos jeunes dans cet état. Merci Monsieur Goudet d'avoir répondu à nos questions. Nous tiendrons bien sûr informer des actions de vos collectifs. Nous continuons ce journal avec... nous vous l'annoncions en début de semaine, après 5 années de dégradation de l'eau, 7 plages, criques et lacs guyanais sont désormais interdits de baignade. Cette nouvelle a-t-elle douché les amateurs d'activités nautiques? Les réponses dans ce sujet de Pierre Tréfou. Sur la plage de Montabo, dans le secteur de Zéphyr, Hugues pourrait bien regretter sa baignade. Un arrêté municipal vient d'interdire la baignade sur cette plage. Non, je n'étais pas du tout au courant de ces arrêtés préfectoraux qui vont interdire l'accès à certaines plages. Je trouve ça très dommage. Jusqu'ici, je n'ai eu aucun problème en me baignant en Guyane. Par contre, ce n'est pas des arrêtés préfectoraux qui m'empêcheront de me détendre le week-end. Donc vous allez continuer de vous baigner en Guyane? Oui. Ça ne changera pas grand-chose. C'est la 5e année consécutive que l'Agence régionale de santé informe la commune de Cayenne que la qualité de l'eau est insuffisante pour la baignade. Ça fait plusieurs années qu'on suit les baignades et qu'elles sont de qualité insuffisante. Mais là, cette année, il y a un article du Code de la santé publique, le D133230 pour être plus précis, qui prévoit que lorsque la qualité est insuffisante depuis 5 ans, on doit fermer les baignades.
À Cayenne, ce sont 4 plages qui seront interdites à la baignade. La plage du Zéphyr, du chemin Hilaire, de Colibri et de Grante. Des actions destinées à supprimer ou à réduire les sources de pollution sont mises en œuvre et une campagne de signalisation sera installée pour avertir les baigneurs. Excusez-moi. Donc nous disions, nous poursuivons en Guadeloupe avec le cas des sargasses qui, une nouvelle fois, prouve que Mère Nature n'est décidément pas d'humeur. Les sargasses sont de retour en Guyane. Sur nos berges, ces algues nauséabondes reviennent malgré une expédition montée en juin dernier et partie de Guyane afin d'étudier puis d'enrayer le phénomène. Ces sargasses sont notamment visibles sur les plages de Cayenne, à Walaï-el-Mapo et Rémière-Montjoly. Restez avec nous, à venir dans votre journal. 180 secondes pour résumer des années de recherche. C'est le défi lancé aux doctorants de l'Université de Guyane. Et puis, direction la Martinique pour une séance privée de pole dance. Mais avant cela, direction la mairie de Cayenne, où le conseil municipal de ce matin a été largement consacré au déficit budgétaire de la ville. Quelles sont les solutions avancées pour résorber ces 21 millions d'euros de dettes? Roland Loumi, chargé des affaires financières de la mairie, les présente au micro d'Ayodele Germain. Son budget 2018 en déficit, parce qu'effectivement, suite à la visite, il y a quelques semaines de cela, donc des magistrats de la Chambre régionale des comptes, il y a eu des préconisations afin de tenir compte de certains éléments comptables, notamment sur des dépenses et des recettes qui n'avaient pas été mentionnées dans les budgets précédents ni dans les CA. Et donc ces éléments ont été intégrés dans le budget 2018 de façon à prendre en compte cette situation. Et ça concourt aujourd'hui à proposer au vote un budget en déficit de près d'à peu près 21 millions d'euros. Du fait de ce déficit, est-ce qu'il y a actuellement en prévision des suppressions de postes dans certains services ? Effectivement, cette solution, je dirais facile, a été proposée, notamment le licenciement donc, de 600 agents et également le recours à une augmentation de la taxe, des taxes locales. Alors sur ces 2 points, puisque nous avons également aujourd'hui voté le maintien des taxes, à la fois taxes d'habitation, taxes foncières bâties et non bâties, sur les taux qui ont été adoptés depuis 1995. Donc il n'y a pas d'évolution sur les taux qui sont votés par la ville. Et parallèlement, le maire a affirmé par la négative qu'elle n'allait pas du tout recourir au licenciement d'aucun agent de la ville de Cayenne. Alors, les premières mesures qui ont été annoncées, c'est déjà la suppression de pas mal de manifestations. En l'occurrence, pour exemple, cette année devait se tenir le Can Jazz Festival. Et donc cette année, il sera supprimé, de même que certaines manifestations telles que la fête de Cayenne, un ensemble de manifestations. Nous restons à la mairie de Cayenne où le bras de fer entre les employés du service technique et les élus ne faiblit pas. Alors que la direction refuse de céder à leurs demandes, les grévistes promettent de durcir le ton, comme l'explique Gilles Baudy au micro d'Ayodele Germain. Nous avons fait deux contre-propositions. Madame le maire est restée sur ses positions, n'a rien voulu négocier. Donc pour nous, ce n'était pas une négociation puisque tout ce que nous avons proposé, c'était du non en retour. Donc je n'appelle pas ça de la négociation. Puisque les termes de Madame le maire, elle prétend que la CRC lui impose de ne pas payer les jours de grève. Voilà. Elle dit que c'est la CRC qui lui impose ça. Donc je ne comprends pas que la CRC fasse des choses comme ça, parce que la CRC c'est un organisme de contrôle, ce n'est pas un organisme qui dirige la mairie de Cayenne. Donc si c'est la CRC qui prend des décisions, c'est que la mairie n'est plus sous la charge de Madame le maire. On remonte à 2 ans en arrière, d'après moi, on a pu faire déplacer, un DRH. Même pas déplacer, on a fait le changement de direction. Aujourd'hui, elle met en question et elle met en avant que monsieur le DO pourrait contre-attaquer en allant au TA. Maintenir ce DO-là en poste au sein de la collectivité des services techniques, je lui ai demandé, je lui ai fait la proposition, je lui ai dit, écoutez, nous avons demandé une enquête sur les risques psychosociaux. Le temps que cette enquête soit faite, éloigner ce monsieur des services techniques afin que nous ayons un apaisement aux services techniques. Cette enquête sera temporaire.
toujours avec sa lettre de cadrage, parce que ce monsieur, il va revenir. Après, elle nous fait comprendre qu'on lui fait un procès d'intention sur la personne. On dit non, parce qu'aujourd'hui, nous avons des éléments de preuve avec certains documents qu'on va faire parvenir par la suite, parce qu'on est en train de recueillir l'ensemble des agents qui a eu des altercations avec ce directeur et d'autres personnes et d'autres éléments extérieurs à la collectivité pour démontrer que ce monsieur, il est plus que dangereux. On dit, puisqu'il n'y a pas de négociation avec le maire, on avait demandé la négociation avec tout le conseil municipal, parce qu'elle prend prétexte que son conseil municipal au complet la suit sur ce point. Donc maintenant, pour les futures négociations, elle a dit même l'opposition, ils sont tous d'accord que le DO il doit rester là. Donc il faut demande à voir le conseil municipal. Voilà. Présenter sa thèse en 3 minutes, c'est le pari lancé par le CNRS et la Canopée des sciences à 9 étudiants en écologie. Pour la 4e édition de ce concours, les doctorants devaient résumer des années de travail en 180 secondes. Ayodele Germa assistait à la finale régionale qui se tenait ce matin à l'Université de Guyane. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ces mots de Nicolas Boileau arrivent à propos dans cet exercice de vulgarisation de concepts scientifiques. Michel Rapinski est l'un des 2 lauréats de cette étape régionale du concours avec une thèse sur le diabète chez les populations amérindiennes. Souvent en tant que chercheur, doctorant, on vit souvent dans notre propre petite bulle. On partage beaucoup entre nous. Mais ce qui est le plus difficile pour nous en tant que chercheurs et doctorants-chercheurs, c'est vraiment de pouvoir parler de notre recherche à tout le monde. Parce qu'à quoi ça sert de faire cette recherche si l'accès va seulement à, pas dire l'élite, mais un groupe spécifique. Alors je pense que c'est important de pouvoir partager avec le public. Agathe Chavy, qui a reçu le prix du public, se hisse également en demi-finale. Son sujet de thèse, les nouveaux outils méthodologiques pour la compréhension du cycle de la transmission, de la leishmaniose et implications pour la compréhension des phénomènes d'émergence. Résumer tout cela en 180 secondes, ce n'est pas gagné d'avance. Ça m'a donné l'impression que c'était très dur. Oui, c'est vraiment difficile de rendre accessible au grand public, mais je pense que c'est essentiel pour la recherche. C'est essentiel que les gens sachent sur quoi on travaille et ce que la recherche fait, sur quoi elle avance. Les 9 candidats ont eu 3 mois pour se préparer avec l'aide de journalistes, de scientifiques et de la Canopée des sciences, psychologie, neurosciences ou anthropologie, des sujets de thèse très variés. Je vous prie de nous excuser pour ce petit impair technique. Cela ne nous empêche pas de nous diriger vers la Guadeloupe où depuis 2 ans, le lycée de Pointe-Noire participe au dispositif École ouverte. Le principe est simple, l'établissement accueille durant les vacances scolaires les élèves qui souhaitent réviser avant les examens. Un exemple qui pourrait faire des émus ici en Guyane, Linda Kayarsi, Patrick Curie et Moïse Dexter. Ces lycéens sont certes en vacances, pourtant ils ont décidé de participer à l'opération L'école ouverte. Une véritable opportunité pour combler leurs lacunes. Pour nous, ça a été une opportunité de venir travailler au lycée, surtout que ce n'est pas vraiment travailler, parce qu'on vient ici pour approfondir un peu ce qu'on a déjà fait au cours de l'année. Donc le prof a plus de temps pour nous expliquer. Parce qu'en fait, aller à la maison, c'est pas pratique pour réviser. Et vu que là, il y a des profs qui sont à notre écoute, on a des activités l'après-midi, on est avec les camarades, il y a une bonne ambiance et j'ai choisi de venir à l'école ouverte. Pour Béruda et Charlène, coutumières de ce dispositif, c'est l'occasion aussi de bien préparer les oraux de fin d'année. Je reviens chaque année parce que je trouve ça très bien que les profs nous donnent leur disponibilité, nous aident et surtout, c'est pour nous une possibilité de nous améliorer. Ils nous aident à nos oraux et nous font réviser ce qu'on a mal compris en cours et voilà. Je reviens parce qu'ici on nous donne toutes les cartes en main pour pouvoir réussir et puis parce que c'est bien encadré, c'est pas un truc qui est à la légère. Tout est bien structuré. C'est par petits groupes que les enseignants volontaires dispensent les cours, des conditions de travail idéales pour un meilleur apprentissage. En classe entière,
On a des classes de 25 à 30 élèves et on n'a pas le temps vraiment de faire un suivi personnel. On a des élèves qui ont de grandes difficultés à côté des élèves qui sont très bons. Donc on a un rythme de croisière pour nous permettre de finir le programme. On sait bien parfois qu'il y a certains élèves qui vont être un peu à la ramasse. Alors que lorsqu'on a des petits groupes comme ça, on a vraiment le temps de s'asseoir avec ceux qui ont des difficultés, de faire des groupes de niveau, des exercices par niveau. Et puis ça leur permet, je pense réellement, de mieux comprendre. Pendant 4 jours, différentes activités, notamment un parcours commando, seront proposées aux lycéens. Le dispositif L'école ouverte au LPO de Pointe-Noire est renouvelé chaque année aux vacances de Pâques et de Toussaint. Cap à présent sur l'île aux Fleurs où le show 1001 femmes a permis de croiser l'art, le sport et la séduction. Nos confrères d'ATV Martinique ont eu la chance d'assister à une répétition de pole dance organisée au Studio Mag Academy. Elle dégage une vraie énergie. Ces jeunes femmes adeptes de pole dance, toutes elles ont en commun une expérience certaine dans le monde de la gymnastique. C'est de la danse acrobatique sur une barre verticale, donc, et assez artistique également, très sportif. Donc on peut la pratiquer de plusieurs manières, on va dire artistique, acrobatique, sexy, enfin le panel, je dirais pas qu'il est très large, mais en tout cas on peut s'amuser de différentes façons sur la barre. La pole dance, une sympathique association de gymnastique, sensualité et puissance. C'est vrai que les gens pensent à la partie striptease qu'on voit dans les boîtes de nuit, etc. Et c'est vrai que moi aussi, au début, je me suis dit, bon, justement, c'est ce qui m'avait attiré chez Malika, c'est qu'elle était ancienne gymnaste, donc j'allais pouvoir chercher le côté performance. Mais je vous avoue sincèrement que depuis que je fais de la pole dance, j'ai tout ce côté performance, mais ça a permis de réveiller chez moi aussi un côté beaucoup plus féminin. Elsa évolue avec une exceptionnelle aisance sur la barre. Le fruit de longues heures de travail. J'ai commencé effectivement jeune par la danse. Après, je me suis rapidement tournée vers la gymnastique. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai connu Malika, puisque nous sommes deux anciennes gymnastes. Et quand j'ai su que Malika ouvrait son école, et j'avais déjà vu des vidéos de Paul, j'ai dit, ah, alors là... Leur spectacle est intitulé 1001 femmes. Pourquoi un tel titre? Moi, je voulais vraiment représenter toutes les femmes. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que la pole dance est accessible aux femmes rondes, fortes, minces, qui n'ont jamais fait de sport? Et ma réponse est toujours la même, c'est vraiment, il me faut juste votre motivation et votre assiduité, et après on peut faire plein de belles choses. 2, 3, 4, ici, et là, arrêt sur image, là. Et on descend, on tourne. Comme chaque jeudi, concluons notre journal avec un petit détour par les salles obscures. Cette semaine, nous vous présentons le dernier film de Steven Spielberg qui renoue avec son âme d'enfant pour Ready Player One. Le réalisateur de La couleur pourpre nous projette en 2045 dans un monde où les humains n'ont d'autre choix que de se réfugier dans un univers virtuel. Bande annonce. Je m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'oasis est la création de James Hallyday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'oasis. Qui est ce Parzival? Et comment se fait-il qu'il soit en fait? Trouvez-le. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment une question de vie ou de mort. L'oasis est la ressource économique la plus importante au monde. Il va falloir livrer une véritable guerre pour avoir le contrôle du futur.
Bienvenue dans la rébellion, Wade. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de l'actualité de ce 29 mars. Une marche anniversaire qui n'a pas drainé des foules. Un an après le 28 mars, peu de Guyanais ont répondu à l'appel de la rue, malgré un retard infrastructurel toujours aussi important. Olivier Goudet était sur le plateau pour faire le point avec nous. Baignade interdite, deux mots qui ne semblent pas avoir éclaboussé les amateurs d'activités nautiques. Malgré les arrêtés préfectoraux interdisant de se baigner à la plage dans les criques, l'engouement est resté le même. La mairie de Cayenne épinglée par la Cour régionale des comptes à cause de ses 21 millions d'euros de déficit. Comment le conseil municipal de la capitale a décidé de le résorber? Les réponses ont été dévoilées dans notre édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. Que tengan una buena noche.